intervenant. En fait, quand il prend la parole, et c'est toujours un surplus qu'il apporte. À Djenaba Diom aussi, j'aimerais dire félicitations. Alors, Djenaba, c'est quand même, je dirais, ici dans la société civile ou dans le milieu de l'activisme, la femme la plus constante que je vois sur le terrain, très engagée, toujours disponible et de positions claires et concrètes. Je pense que les femmes qui sont là, vous devrez prendre exemple sur Djenaba. Alors moi, ma question, c'est par rapport au MGF et par rapport aux associations de la société civile qui sont là. Djenaba, si vous pouvez revenir sur ça, on voit que au niveau de l'État, vous l'avez souligné, beaucoup de conventions, des conventions à ne pas finir, des discours, des financements qui viennent de partout. L'État aujourd'hui, avec la société civile, je pense que c'est bien tout ce qu'on fait, mais je pense aussi que sur le fond, c'est un problème qui existe. Vous voyez la collaboration de différents ministères avec les organisations de la société civile pour la mobilisation des fonds. Mais par rapport au mécanisme, par rapport au suivi, par rapport aux résultats, par rapport à, surtout au niveau juridique, le suivi qu'il faut, les sanctions qu'il faut y avoir, où est le résultat? Est-ce que la société civile, quelque part, n'est pas aussi, ne constitue pas un problème réel par rapport à la résolution de ces problèmes-là? Si l'on mobilise des fonds, si on monte des projets avec l'accompagnement de l'État et tout ce que vous voulez, mais en fin de compte, il n'y a pas de résultat effectif. Le problème aussi peut émaner des associations et des membres de la société civile. J'aimerais un peu que brièvement, Djenaba, que vous reveniez sur cette question-là. Merci beaucoup. Les mutilations génitales féminines dont je suis victime, comme toutes les femmes mauritaniennes, pratiquement 96% des filles et des femmes mauritaniennes sont victimes. Il m'a enseigné, il m'a encouragé, il m'a donné tant d'outils pour pouvoir affronter ces futures mamans dont nous prévenons contre cette chaîne de transmission qui est les mutilations génitales féminines. Monsieur, si je peux répondre une minute à votre question. Voilà la société civile engagée. Il y a des jeunes qui sont là par nos moyens, pas le soutien de l'État. On est là engagé pour pouvoir sauver les générations futures, pour lutter contre cette chaîne de transmission qui est l'MGF. Bon, certes, l'État est là, ils ne sont pas là pour aider et ils savent très bien que le problème est là. On est là engagé avec des bailleurs internationaux et nous faisons un travail remarquable à travers l'intérieur du pays et même aller représenter la Mauritanie à travers le monde entier, à travers la sous-région. Et on est engagé et on est là, c'est un combat de vie. Comme j'ai dit, moi j'ai un combat de vie que je vais faire parce que je suis victime et je souffre de mutilation génitale féminine. On peut rester ici pendant toute la soirée à dire les tenants, les aboutissants de l'MGF. Comme j'ai l'habitude de dire, nos parents, en voulant résoudre un problème, elles en ont créé d'autres problèmes qui sont là, dont nous souffrons matin, midi, soir. J'en suis la preuve vivante, comme j'ai l'habitude de dire, et j'ai aussi l'habitude de dire, je suis une victime, donc je sais très bien ce que souffrent ces femmes. Du coup, c'est mon engagement et je remercie aussi cette initiative que mon collègue M. Ba a fait. C'est un combat de vie et nous sommes là engagés. Il y a cette société civile qui est là pour combattre, pour prendre le relais de nos doyens. Ils en ont fait beaucoup, ils ont enseigné. Malgré tout ça, ça persiste. Mais nous allons arriver là où l'État ne peut pas arriver parce qu'on est engagé. Merci, je vous remercie. Merci, Oumou. La protection de l'enfant, il y a des efforts. Si on parle en tout cas, en vérité, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts à faire partout, au niveau de l'État, au niveau de la société civile, voilà, au niveau aussi des populations aussi. Il faut qu'on essaye aussi de comprendre beaucoup de choses par rapport à ces choses. Comme il est aussi, donc, il y a l'échelle, il y a ce qu'on appelle le système de protection communal, SPC, il y a le TRP, c'est au niveau régional,
table régionale de protection de l'enfant et il y a ce qu'on appelle le groupe de travail de protection de l'enfant, GTPE, dont je suis membre. Et pour ça, donc tout ça, dans le GTP par exemple, c'est tous les acteurs, en tout cas de la protection, des ONG internationales, UNICEF, OIM et tous se réunissent pour discuter des problèmes de la protection de l'enfant, de voir quelles sont les solutions. Donc au niveau de ce groupe, il y a des efforts, les gens font des efforts, franchement. Et deuxième chose que je voulais dire, c'est par rapport au niveau de la sensibilisation. Du vendredi. Et c'est un constat que j'avais fait. Je pense que le professeur Sosamba, j'ai eu à le souligner lors d'une de nos discussions. Vous savez, souvent dans un couple, il y a divorce. Et avec le cas que Ba a souligné, le monsieur, peut-être, il essaie de punir son ex-épouse, il essaie de punir la maman de ses enfants. Il fait en sorte qu'elle n'ait pas accès au papier. Donc le monsieur, il essaie de tout faire pour la bloquer, quoi. Et je pense que nous et franchement, essayons de dépasser pour le bien-être des enfants et pour qu'ils puissent avoir accès à l'état civil. Parce que je pense que c'est une question qui est assez ressortie dans les interventions. Alors, est-ce que monsieur, vous voudriez faire rebondir par rapport à ce que Ba a dit sur la protection de l'enfant? Droit à la naissance, droit à un nom, droit à une nationalité, et droit à la nourriture et droit à la participation. Donc, pour aller vers une rupture, il faut que les enfants soient éduqués sur le droit. Au niveau de Bababé, au niveau de Bougué, les clubs des enfants, ce sont les clubs des enfants même qui viennent, nous, en tant qu'organisation communautaire de base, ou bien qui sont chargés de l'état civil, parce que moi j'étais chargé de l'état civil des 5 régions de retour des rapatriés. Il s'agit de Rosso, du Transa, du Brakna, du Gorgol, de l'Assaba et le Guidimaka. Nous avons 25 534 personnes. Cas par cas. Il y avait des cas, mais ces cas ont été réglés. Donc, le problème des femmes. Les femmes ont des problèmes. Effectivement, parce que quand on dit qu'il y a une réunion au niveau des villages, au niveau des communes rurales, les femmes ne participent pas. Mais il faut des éléments, il faut avoir des évidences. C'est le libre boulot. Là, on a fait un arsenal juridique. Ils ont signé des conventions. C'est vrai, la Mauritanie est champion en matière de signature de conventions. Mais nous, en tant que société civile, on doit s'organiser par rapport à ce thème. Donc, comme là, nous signons une vie, donc on a dit tel n'est pas le cas. C'est une très bonne question de Khatab. Merci d'avoir posé la question et surtout merci pour les mots qui avaient suivi avant. Alors, il y a deux aspects. Je tiens à ce que les gens sachent que la société civile, retenez bien ce que je dis, la société civile ne peut en aucun cas se substituer à l'État. La société civile ne peut en aucun cas se substituer à l'État. Ça veut dire que la société civile peut faire des choses, mais ne peut pas remplacer l'État. C'est impossible. C'est à l'État de faire tout ce qui est institutionnel, c'est à l'État de faire tout ce qui est juridique, c'est à l'État de faire tout un système juridique qui peut dissuader, sanctionner, régir, ainsi de suite. Donc, sur la question des MGF, comme tu l'as très bien dit, il y a beaucoup d'organisations, il y a beaucoup d'associations qui luttent, qui font, c'est une très bonne chose. On n'en a jamais assez. Il faut toujours faire des initiatives dans ce cadre-là. Mais il faut savoir que pour lutter efficacement, il faut avoir quelque chose qui régit. Et en Mauritanie, quand on parle des MGF, ce qui régit, c'est quoi? On a à peine une fatwa qui date de 2006, les imams l'ont fait ici en Mauritanie pour interdire les MGF. C'est-à-dire en 2006, tous les imams en Mauritanie, en tout cas la quasi-totalité, suite aux plaintes des médecins et des sages-femmes, se sont rencontrés pour dire qu'on interdit les mutilations génitales féminines en fatwa. On a une seconde chose qui est venue en 2018, c'est-à-dire que dans la loi sur la santé de la reproduction, il y a un petit article dans le foulé des articles là qui dit que
toute forme de mutilation génitale féminine est interdite. Alors, ça c'est rudimentaire, c'est pas du tout suffisant parce que ce qu'il faut, c'est une loi spécifique qui revient de manière très détaillée sur tout ce qui est MGF. Mais pour vous dire que aujourd'hui, quel que soit Alpha, la société civile ne peut pas, par exemple, faire des plaintes parce qu'il y a eu des femmes ou des petites filles qui ont été mutilées. Pourquoi? Pour deux raisons. La première des raisons, la société civile ne peut pas se constituer en partie civile en Mauritanie, ici. Si c'était au Sénégal, dans d'autres pays, la société civile peut se constituer en partie civile et aller porter plainte, même si le père et la mère, les premiers concernés ne sont pas d'accord. Ici, ce n'est pas possible. La deuxième des choses, c'est que, en général, ceux qui partent mutiler les enfants, c'est qui? Ce sont les mamans, ce sont les grandes-mères, ce sont les tantes, qui va amener sa mère ou sa tante ou je ne sais pas c'est-à-dire à la police, parce qu'il a excisé sa fille. Et aujourd'hui, encore plus les grandes-mères qui vont prendre les enfants à l'insu de leurs enfants pour aller les exciser, sans que les papas et les mamans ne soient au courant. Et le problème, est-ce qu'on a des gens qui sont suffisamment courageux pour aller porter plainte à leur grand-mère ou à leur mère? Est-ce que ça se fait ici? Ça ne se fait pas. Donc, il y a peu de cas qui arrivent, même au niveau juridique, il y a peu de cas qui arrivent. Parce que tout simplement, ceux qui font l'excision, ce sont des personnes proches. C'est-à-dire ceux qui prennent la décision d'amener l'enfant pour faire l'excision, ce sont des personnes proches. Maintenant, les seuls cas souvent qui arrivent, c'est quand il y a eu hémorragie, il y a eu mort ou il y a eu fistule, entre autres. Là, on se pose des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et même ça, vous allez voir que si c'est au niveau des gens, ils essaient de... Voilà quoi. On essaie de tout faire pour que ça ne remonte pas et que ça n'aille pas dans les aspects juridiques. Donc, ici, c'est l'éducation populaire qu'il faut. Quelqu'un qui est prêt, ta grand-mère, ta tante, qui est prêt à couper le clitoris de ton enfant, mais amène-le à la police. Je ne trouve pas de problème à cela, hein, même si c'est ta mère. Parce qu'il y a deux aspects. L'un des aspects, c'est bien sûr de pouvoir comprendre et de faire comprendre à nos parents et ainsi de suite que le fait de mutiler des enfants, c'est dangereux. Ça les tue à plusieurs égards. Déjà, vous enlevez le plaisir qui peut le sentir. De deux, vous excisez sur une terminaison nerveuse qui peut lui causer beaucoup de conséquences. Et les traumatismes, sans compter la mort. Quelqu'un qui peut avoir, c'est-à-dire qui comprend qu'il peut tuer ton enfant, je pense qu'il ne le fera pas. Sauf que les gens sont toujours très attachés à ces considérations. Certains pensent que c'est de la religion alors que c'est une pratique qui date avant l'islam. Certains pensent qu'il faut le faire parce que quand tu le fais, la femme ne va pas aller à gauche et à droite. Est-ce que c'est le cas? Qu'est-ce qui a prouvé ça? Il y a bien des femmes qui vont à gauche et à droite qui sont excisées. Il y a bien des femmes qui ne vont pas à gauche et à droite et qui ne sont pas excisées. Donc ça n'a rien à voir. Ce qu'on parle là, c'est de l'éducation. Et là, c'est une mutilation. On parle de mutilation parce que ce qu'on coupe, c'est un organe. Le clitoris est le seul organe de plaisir dédié à la femme. C'est un organe de plaisir. Pourquoi on va le couper? Pourquoi on va couper un organe de plaisir? C'est pour contrôler la sexualité de la femme, pour contrôler ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas, et ainsi de suite. Donc il faut le dire. Il faut le dire de manière très ouverte et assez décomplexée. Arrêtez de couper les clitoris des femmes. Voyez un peu. Et aussi, il y a des cas très sévères qui sont faits ici, aussi en Mauritanie. Parce que la plupart du cas, ce qui est fait ici, c'est la clitoridectomie. Mais aussi, il y a l'infibulation qui est pratiquée ici. Et je suis désolée de vous choquer, l'infibulation, c'est pas un affidite. On coupe les petites lèvres, on coupe les grandes lèvres, et on suture. On ne laisse qu'un tout petit trou, là où va sortir et tes règles et tes pisses. Et si la femme doit se marier, on va l'amener aussi chez on va ouvrir l'orifice pour le monsieur qui va venir. Donc ça, c'est tellement violent, c'est tellement dangereux qu'il ne faut pas avoir le complexe de le parler. Il faut le dire et il faut prendre des mots qu'il le faut, quitte à choquer. Quand je dis choquer, je parle, mon père était là il y a 2 secondes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut choquer les gens pour leur montrer en fait ce qu'ils sont en train de faire. Ce n'est pas bien. Donc, la société civile, comme je dis, fait avec ses moyens de bord. Essaye d'apporter des réponses. Mais en réalité, la vraie réponse, c'est la société. C'est la société qui peut mettre fin à ces pratiques. Et quand je dis mettre fin à ces pratiques, je ne vois pas comment un étudiant aujourd'hui qui a fait l'université peut avoir sa fille et l'exciser. Et pourtant, c'est toujours pratiqué. Aujourd'hui, on parle de 63% de taux de prévalence.
Et quand on parle de 63% de taux de prévalence, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui des jeunes mamans, des jeunes filles, des gens qui ont été à l'école et tout, qui croient qu'une femme doit être excisée. Et puis c'est tout. Donc ils ont leurs enfants, ils vont partir aussi les exciser. Donc c'est un problème de société. Il faut éduquer la société et je pense que c'est là où rentre en ligne de mire la société civile. Mais bien sûr, comme toute chose, elle ne règle pas toutes les questions. L'État ne régit pas, donc le problème il est encore entier. Voilà, merci beaucoup. Merci Dieynaba Ndiom. Donc je pense qu'il faut aller encore à fond dans la sensibilisation. Nous avons vraiment du pain sur la planche. Alors, est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres contributions dans le public? Des questions, des interventions, des témoignages dans le public? C'est bon? Oui? Monsieur? Oui? Vous voulez prendre la parole? Le rôle que doit avoir la société civile, bien que le rôle soit limité, on est d'accord. Mais je pense qu'on a une multitude d'associations aujourd'hui qui luttent dans ce sens-là. Mais après avoir entendu les propos de Dieynaba, moi je pense que le principal problème au niveau d'abord des porteurs de cette initiative, c'est de se former d'abord. Comme l'avait dit, je pense, docteur Sosamba avant de finir, formez-vous avant de porter ce genre de combat. Quand on a cette maîtrise-là, qu'on parle dans un ton technique, et qu'on va dans les profondeurs, les conséquences, les situer. On sait tous que chacun de nous, chez nous, on cache des gens qui sont adeptes de ces pratiques et qui ont à tort ou à travers, je ne sais pas. On a quand même ces explications et on essaie de les légitimer. Mais maintenant, par rapport aux organisations de la société civile, par rapport à l'État, tout ce qu'on peut faire, c'est des recommandations, tout ce qu'on peut faire, c'est porter des projets, tout ce qu'on peut faire, c'est des plaidoyers, mais par rapport à nous autres de la société civile qui sont chargés de formation et de sensibilisation de proximité, essayons de nous former sur ce genre de sujet. Mobiliser des fonds pour aller faire des sensibilisations alors qu'on ne maîtrise même pas le sujet, ça va de mal en pire, ça va juste, ça ne résout pas le problème, au contraire, on restera sur un éternel recommencement. Merci beaucoup. Passer par les professionnels de santé, ça c'est en premier lieu. Et la deuxième chose, vous êtes obligés d'impliquer aussi les leaders religieux dans le cadre de la sensibilisation. Ce qui a été fait, nous sommes dans des zones rurales. Mais en tout cas, les ONG que nous observons sur le terrain viennent avec une qualité et avec professionnalisme quand même. Donc, toujours c'est insuffisant. Il est important aussi de se former, toujours se former. C'est de la pédagogie. C'est toujours. Il y a toujours quelque chose. Ce que je demande aussi aux ONG, aux organisations communautaires de base, c'est de faire une rupture. Des sensibilisations de barrières. Nous savons qu'une partie de la population déjà est victime. Ceux qui ne sont pas victimes, c'est là où il faut les sauver. Donc faire une sensibilisation de barrières. La sensibilisation de barrières, c'est de dire à ces enfants, comme je l'avais dit tout de suite, de faire une éducation sexuelle à travers les clubs d'enfants, à leur dire que ça, que c'est pas bon. Et au niveau de Bababé aussi, ce que je parle, il y a des évidences. Je crois que M. Ba aussi ne va pas me laisser. À chaque fois qu'il y a une naissance, il y a un père ou bien un oncle qu'on affecte à l'enfant et qu'on affecte à la famille qui surveille. Donc, ce sont des méthodes. Il y a des méthodes pratiques qui n'ont même pas besoin de loi ni de réglementation qu'on va ancrer avec la société. Je crois que de fur et à mesure, on va vers un changement de comportement. Merci. Merci. Voilà un point très important, la sensibilisation. Et comme vous le savez, nous sommes dans une société qui a du mal à aborder beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets sont tabous. Tout ce qui est trait à la sexualité, nous avons du mal à en parler, nous en parlons rarement. Donc je vais donner la parole à professeur Sosamba. Je n'aime pas soulever des contradictions et la polémique. Le fait qu'une ONG vienne avec des attestations ayant la capacité de former la mutilation génitale féminine ne suffit pas. Moi j'ai eu en tant que camouflé participer à une séance de sensibilisation sur la mutilation génitale féminine. Les gens ne savaient pas ce qu'ils disaient. Il faut faire très très attention. Entre les autorisations faites au niveau du Wali, au niveau des préfets, au niveau des gouverneurs, au niveau des maires,
et l'individu même chargé d'administrer la formation, il y a une très grande différence. Dienaba a dit, est-ce que dans le cadre de nos cultures, on peut amener l'un de ses parents à la police et tel et tel et tel? Moi, je ne sais pas dans cette optique que je me bats. Mais moi, ma fille, j'ai dit personne ne me touche. C'est-à-dire que il y a des choses, ce n'est pas la peine d'amener les parents, c'est entre toi et ton épouse. Tu as été sensibilisé, tu dis à ton épouse, moi je n'aimerais pas que ma fille soit mutilée. L'homme en Mauritanie, nous sommes dans une société patriarcale. Quand un homme veut dire quelque chose à sa femme, il y a une manière de se dire. Elle sait très bien que la femme va respecter sa vie. Donc, il faut que quand il faut le deuxième élément, c'est que il y a quand même problème en Mauritanie. Et je le dis souvent quand je discute avec les nouvelles générations et tout. Vous savez, le fait d'aller à l'école, on a des diplômes à l'école. Mais à l'école, ça ne veut pas dire qu'on est cultivé. L'école te donne un label attestant un niveau d'instruction. L'école ne te donne pas un label d'ouverture d'esprit. Combien de jeunes aujourd'hui passent à s'amuser? Moi, j'ai une fois discuté dans un contexte où j'en avais marre. Tous les jeunes qui prenaient la parole, les femmes sont ceci, les femmes sont ceci. J'ai dit, mais écoutez, si les femmes faisaient une convention et ne disaient que seul un homme vierge peut se marier, ne me regardez pas comme ça. Mais le problème c'est les hommes, et moi c'est ça que je ne comprends pas. Toi tu dragues, tu blagues, tu fais tout avant le mariage. Le jour de ton mariage, tant subitement, il y a ce réflexe de l'idéologie patriarcale, tu à la fauta natani, à la fauta wadai. So donc la raison, bien là, non, moi, tel et tel. C'est pourquoi j'ai dit quelque chose de très clair. Dans la société alpulaire, il y a beaucoup de gens qui me regardent en cela. Et moi, vous savez, à mon âge, le fait qu'on m'insulte, le fait qu'on me dénigre, ne me dit rien. C'était des gens qui étaient venus demander en mariage la main de ma soeur. Ça dit comme, c'est du son, je leur ai dit qu'on a tout son commune galade. Les gens ils sont très malins. Ils m'ont dit non, c'est du son, peut-être tu n'as pas compris ce que nous voulons dire. J'ai dit, j'ai très bien compris. Nous pouvons la faire mourir. Wakam Debo, Wakam Yembomro, on a goûté. Non, il y a du racli. Debo d'ennemi. Si tu as maintenu à Debo Haba, du Nora, Njord d'Anjada, Gary Debo de Mendo, vous pouvez le. Quand on mourit, voilà, nous menata. Mais à lycée, et un voyage, et avant l'école santé, et il y a gay. Pas grave. Mais c'est-à-dire qu'il faut qu'au niveau des hommes, il y ait cette évolution de la mentalité en disant que ce qui fait la finalité d'un couple, ce qui fait la profondeur des sentiments, ce qui fait l'attachement à son épouse, à ses enfants, c'est cette forme d'amour que disait Freud, à savoir toute forme de plaisir, la belle parole, le beau sourire, la belle cuisine est une forme de sexualité. Ngati sa wurgel debbo ha dañi duuɓi ɗe min dañi ɗi gonduɗa ko ɓoggol ɗum no waɗma serde walla debbo ɓe yiiɗa wala wona gonga gillinan ɗon parce qu'il y a le respect, il y a le dendiragal. Moi ce que je ne comprends pas c'est que si vous voulez aimer une femme, aimez avant tout la personne qui est devant vous, aimez la personne qui est devant vous. Certaines qualités vraiment et puis les gens parlent dans le vide. Quand il dit, moi, une femme qui n'est pas exigée, je ne veux pas la marier. Alors, on va t'amener 20 femmes exigées, tu vas les marier, tu ne sais même pas si elles sont exigées ou pas. Ce n'est pas une carte d'identité. Moi, si je veux marier une femme, c'est parce que je l'ai aimée, on va aller nous marier. Mais je ne vais jamais demander à une femme avant notre mariage, est-ce qu'il y a ceci ou il y a cela. Donc, moi, c'est pourquoi j'ai dit, quel que soit l'accompagnement des hommes, ici en Mauritanie, on a un mec. Je viens d'avoir des certificats de label de l'Université de Genève et de l'Université de Fribourg. Hier même, j'ai reçu cette certification
que l'équipe de recherche que je dirige a fait avancer la compréhension des raisons, des arguments qui poussent à la mutilation génitale féminine. Ce n'est pas une source de fierté personnelle, c'est une source de fierté pour toute la Mauritanie, toute l'intelligence mauritanienne. Il faut une chose. Chez vous les hommes, c'est à vous que je parle. Il faut éviter, quand une femme occupe l'espace public, cette femme-là, vous ne lui cherchez que des problèmes. Il y a beaucoup de jeunes filles qui n'osent pas écrire sur Facebook, qui ne peuvent pas intervenir sur Facebook, tout ça. Parce que dès que tu commences à parler, dès que tu as un niveau intellectuel, dès que tu as sur Minadi, et aussi quand vous avez dit d'abord, vous faites ce qui fait que moi je considère simplement que quand on pige dans nos traditions, ce qui fait la force morale, la force psychologique, ce respect que j'ai pour la femme, c'est que je le dis aussi de mon trésor. Les Halpulaar disent Jibindi Adiwidi. Jibindi Adiwidi. Il y a beaucoup de choses qui ne disent pas ça. On me calme de nous, mais il calme quand on dit pète. On dit il faut que puchi. Ce qui est important, oui, comme la professeure, il ne faut pas m'insulter, mais m'insulter, il faut que je me faut que puchi. Ce qui est important, même si on ne vient pas donc le respect qu'on a pour les femmes, il faut que l'homme mauritanien arrête de dénigrer cette femme qui porte la voix publique des femmes dans l'espace public. Le premier élément, c'est apprendre à travailler avec une femme en tant que professionnel. Moi, je travaille avec Djenaba depuis des années, je travaille avec Oumouba, mais leur vie privée là, moi je ne les regarde même pas en tant que femme, je les regarde avant tout en tant que professionnel, et il y a une capacité culturelle, capacité professionnelle susceptible de faire avancer les débats. Maintenant, avant de partir, je tiens à attirer votre attention. Djenaba a dit quelque chose d'extraordinaire. Vous savez, le combat contre les violences faites aux femmes, c'est un combat pour la vie. J'ai l'habitude de dire que si tu as des maux de tête, on te donne des aspirines. Si les aspirines ne suffisent pas, on te fait des perfusions. C'est pas quelqu'un m'a dit, mais Abdoulaye, ça fait 20 ans que tu te bats contre ça. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux prendre le micro pour dire que tu as tout réglé dans ta tête en tant qu'homme mauritanien, né et grandi dans la société patriarcale? Il y avait beaucoup de monde. Moi, je n'aime pas mentir, à plus forte raison mentir en public. J'ai dit, j'ai réglé les problèmes à 90%, mais il y a encore 10% que je n'ai pas réglé et je ne vais pas parler pour plaire. Et je donne toujours un exemple concret. Il y a vendredi, je l'amène à la mosquée, comme mon père m'a amené à la mosquée, comme lui, son corps l'a amené à la mosquée. Ma fille t'a couillé de papa à Maria, happy pas de vous revenir. Bim de Bara, Maria Juma Handal Juma, Juma di Moka. Vous me dites, Tawali, oui, il y a une harmonie, mais quand nous menons ce combat-là, il faut que les hommes aient même le courage de faire leur introspection et de savoir qu'est-ce qu'ils ont liquidé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas encore liquidé. Mais je connais, il y a beaucoup de hommes qui sont tordus, mais ils ont un argument qui fonctionne dans la société patriarcale. Attention, l'homme mauritanien, il fait de la merde quand il veut l'acculer à Halaka de Yoni, Galleko Gallam. Si la Halaka no Yonani ba, si la femme est divorcée, tout le monde dira yi. Si ton mari te dit de te taire, Asine Korko de Wakono Adam Nyang Wanyadi, Agadi, il faut qu'aucun gonga, tu dois simplement te taire. Donc cette question de violence faite aux femmes, cette question de pratique traditionnelle de face, il faut que chacun de nous de temps en temps s'arrête, fasse le bilan. Savoir là où il est, ce qu'il a atteint et ce qu'il n'a pas atteint. Mais moi je dis qu'en Mauritanie, il faut que ça soit très clair. Je parle devant tout ce monde-là, mais aussi les membres du Djibou, concernant les recherches, concernant les raisons, concernant les conséquences. Ça a été bouclé à 100%. Je vous remercie. Peut-être pour finir, je dirais tout simplement, à mon point de vue personnel, l'enseignement, la sensibilisation, la vulgarisation reste une question fondamentale pour contribuer à résoudre ce problème. Merci. Merci, monsieur. Oui, vous voulez intervenir? Bonsoir. Donc,
Avant de clôturer, je voudrais vraiment rebondir sur le fait que l'action de l'enfance en Mauritanie travaille sur plusieurs axes, parmi lesquels l'axe formation, parce qu'on vient de le citer tout de suite. Si on n'est pas formé sur une problématique ou une thématique donnée, on ne peut pas lui apporter de réponse. Donc, toutes les thématiques qui sont là posées pour la protection, concernant la protection de l'enfance, doivent être accompagnées de formation et de financement qui permettent aux différents acteurs de pouvoir les porter et faire leur promotion. Ça, c'est dans le deuxième cas, c'est que en créant le système de protection de l'enfance, comme l'a dit tantôt mon collègue Dugo, on a vraiment travaillé et beaucoup travaillé sur la participation de l'enfant. Parce qu'on a permis à l'enfant de pouvoir s'exprimer sur les points qui le concernent. C'est-à-dire qu'au même de la plus haute, autorité mauritanienne. Par exemple, la création du centre mère à enfant, ça c'était une demande des enfants eux-mêmes. Et pas plus tard que l'an dernier, avec l'un de nos partenaires, on a mis en place une campagne de sensibilisation des autorités mauritaniennes afin qu'ils prennent en charge la protection des enfants. Et ça, ce n'est pas fait pour rien. Ça, c'est fait pour que les enfants aient une place et puissent être bien protégés et protégés de la manière la plus plausible possible. Je vous remercie. Souligner les résultats des recherches des organisations de la société civile. Finalement, qu'est-ce que le gouvernement en fait? C'est ça la question. De quelle manière est-ce que vous collaborez avec les organisations de la société civile pour utiliser à bon escient les chiffres, les données qu'ils recueillent sur le terrain finalement? J'ai tantôt parlé de la stratégie de protection de l'enfance, mais aussi il y a beaucoup d'autres stratégies qui prennent en charge les données. Parce que pour planifier, l'État pour planifier, elle ne planifie pas de manière fortuite. Il faut qu'elle ait tout d'abord une analyse numérique des différents phénomènes, des différentes questions ou thématiques posées pour les enfants afin qu'on leur apporte. Et on sait bien que la SCAP, qui est la stratégie de croissance accélérée pour la prospérité partagée, on sait que le deuxième pilier de cet acte parle de la problématique des enfants. Il y a nécessité de faire le développement des enfants. Et ce développement ne peut se faire que lorsqu'on éduque les enfants. Et cette éducation, c'est sur laquelle l'État met l'accent, même si cet accent demeure timide, ou pour moi demeure timide, il est mis en place quand même et on cherche à résoudre les problèmes et donc, je voudrais dire que toutes les statistiques qui sont données par la société civile, l'État les exploite afin de planifier et d'apporter des réponses à ces problèmes et phénomènes posés. Merci monsieur Mohamed Boulseleyman. Alors nous sommes arrivés au terme de ce panel. Alors en guise de conclusion, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous vous donnons un temps pour conclure. Bon, je loue les efforts de la société civile parce que sans elle, on ne peut pas mettre en place, une réponse adéquate aux problèmes de protection posés. Mais il faut aussi que cette société civile se spécialise dans les domaines et ne pas surtout travailler en rang dispersé. En rang dispersé, c'est ça. Merci. Merci monsieur Souleymane. Alors monsieur Djigo, pour conclure. Et pour conclure, moi je tiens à remercier tout le monde et à féliciter aussi l'organisation qui a pu organiser cet atelier ou bien ce panel qui est quelque chose de très important pour moi.
Et je crois qu'il va pouvoir aussi fournir assez d'efforts aussi pour aller en avant. En termes de recommandations, en termes de recommandations, je demande qu'ils travaillent ensemble. Il ne faut pas travailler en ordre dispersé comme il vient de me le dire. Il faut vraiment réunir les forces pour qu'ils s'entrefugent. Merci M. Digo. Madame Diana Bandiom, en termes de conclusion. Alors, merci beaucoup, merci à tout le monde, merci aussi pour l'invitation et merci aussi, chers panélistes, initiative parce qu'on n'est même pas encore à la hauteur du problème en fait. Donc il faut avoir plus d'initiatives, plus d'activités, plus de programmes, plus de choses en fait qui visent à lutter tout ce dont on parle ici. Et je pense qu'en termes de recommandations, il faut miser sur 3 choses, je le disais tantôt. La première des choses, c'est la volonté de l'État. C'est à la responsabilité de l'État de régir, à la responsabilité de l'État d'offrir un cadre juridique, un cadre institutionnel, des sanctions. Mais dans une loi, il n'y a pas que des sanctions, il y a aussi des mesures préventives, il y a aussi la prise en charge. C'est-à-dire quand vous faites une loi, il y a tout normalement un arsenal qui dit que si vous êtes victime de ceci, cela, l'État doit garantir votre protection de la même manière qu'il doit garantir aussi la justice à la personne victime et aussi de garantir que les lois soient appliquées. Parce que le problème en Mauritanie, c'est que des fois, même quand on a les lois ne sont pas appliquées. Alors que ça, c'est aussi de la responsabilité de l'État. L'autre chose, c'est le système social. Le système social, c'est nous, c'est vous, c'est tout le monde. Il faut revoir l'éducation. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'être ici dans un panel, de parler de midi à 14h sur quelque chose, alors que dans vos propres familles, dans votre vie de tous les jours, vous faites exactement ce pourquoi vous combattez. C'est-à-dire que vous allez voir des organisations de la société civile, tout ce que vous voulez, qui luttent contre les MGF et autres, alors que le monsieur ou la dame même qui préside l'organisation a déjà excisé ses filles. Voyez un peu. Donc on ne peut pas être une chose et son contraire. C'est-à-dire le système social doit être là. Et quand je parle de système social, c'est de revoir les normes sociales, c'est de revoir le construit social, c'est de revoir les rapports du pouvoir et c'est surtout de revoir tout ce qui en fait nuit à la santé ou au bien-être des personnes. Ça peut être des femmes, ça peut être des enfants, ça peut être des personnes en situation de handicap. Et le troisième volet, c'est quoi? Pour moi, qui n'est pas de moindre, et même ce panel fait partie de cela, c'est l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est à la fois tout. C'est-à-dire, ce sont les formations que nous faisons, ce sont les sensibilisations que nous faisons, ce sont les discussions que nous faisons, ce sont les cercles de parole, ce sont les débats à la télé, les débats à la radio. Tout ça rentre dans un ligne de mire qu'on appelle l'éducation populaire. Et doit le faire, le refaire, parce que tout simplement, nous avons tous besoin d'entendre ces sensibilisations, de comprendre sur quoi nos sociétés est régie, quelles sont les problématiques qui sont confrontées telle ou telle couche de la société, parce que nous méritons tous de vivre dans une société très harmonieuse où tout le monde a ses droits et tout le monde vit en tranquillité par rapport aussi à sa sexualité, par rapport à plein de choses. Donc voilà, c'est sur quoi je voulais rebondir en termes de recommandations et je remercie tout le monde, je remercie particulièrement les femmes qui sont restées jusqu'à cette heure parce que vous savez bien, en termes de contraintes sociales, normalement après Futur, les femmes sont en train de courir pour voir donc tout ça c'est le système social qui fait que même pour que vous participiez à des débats comme ça de manière très ouverte jusqu'à 7 heures, c'est problématique parce que tout simplement vous avez des charges sociales, vous avez des charges mentales, vous avez plein de charges qui font que c'est même devenu un luxe pour une femme de venir participer à une activité culturelle, sociale ou de ce temps jusqu'à 7 heures, il fait 20 heures. Donc félicitations à celles qui sont restées, merci beaucoup. Merci beaucoup Diana Bandiom. Je rappelle que vous êtes féministe mauritanienne, sociologue et femme politique. Nous remercions également le professeur Sosamba. Oui, il m'avait demandé de transmettre au mot au public pour dire qu'il s'excuse et qu'il avait une contrainte à 20h et qu'il nous remercie tout le monde. Voilà. Nous lui remercions et merci également à Mohamed Ould Suleiman du ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Merci également à Moussa Mamadou Digo de l'Association mauritanienne des droits de l'homme. Un grand merci à les partenaires, les partenaires qui ont bien voulu apporter leur contribution pour la réussite de cette activité. Il s'agit de l'Association mauritanienne pour l'éducation et la santé des enfants déshérités, AMESED. Merci à l'Alliance pour les droits des femmes mauritaniennes, ADFM. Alors, pour vous rappeler juste que cette thématique, elle portait sur les droits des enfants, les violences faites aux femmes
et la pratique des MGF. C'est un panel qui s'inscrit dans le cadre de différentes activités qui vont se faire en termes de sensibilisation, en termes de mobilisation. Alors, elle est initiée par le mouvement contre les MGF, Agir contre les MGF. Merci beaucoup. Nous ne pouvons nous quitter sans pour autant appeler nos artistes qui sont engagés. Oui, tu voulais dire quelque chose, Baf? Donc nous appelons pour faire le discours de clôture, Madame Française Philippe, responsable du programme Afrique de l'Ouest Global Media Company. Alors oui, bonjour à tous. Donc, pour ceux qui ne m'ont pas vu au début, je suis Française Philippe, responsable des programmes Afrique de l'Ouest de la Global Media Campaign. Donc nous soutenons ces activités avec la Banque mondiale qui soutient l'organisation de ce panel et les formations qui auront lieu la semaine prochaine. Nous souhaitons vraiment continuer à poursuivre ces efforts. Je suis vraiment très contente de voir qu'il y a plusieurs voix qui sont levées dans la société civile comme au niveau du gouvernement pour échanger au niveau de ces problématiques et voir comment est-ce que les choses peuvent être améliorées. Nous apportons un soutien à toutes les activités, que ce soit en Mauritanie, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Kenya, à toutes les activités en fait menées par les activistes de première ligne pour changer les choses dans leur société et qu'il y ait une égalité pour tous et que surtout les MGF prennent fin et que les petites filles arrêtent de subir ces mutilations qui sont de la torture. Et je vous remercie à tous d'être venus et d'avoir écouté tout le monde jusqu'au bout. Et je laisse la parole à Madame la journaliste. Merci Madame Française Philippe, responsable de Global Media Campaign. C'est bon, c'est fini? Tu penses? En tout cas, cher public, merci d'être venus si nombreux, d'avoir pris votre temps pour écouter les panélistes. Alors, j'aimerais juste rappeler qu'il y aura dans le cadre de cette caravane initiée par cette association, ce mouvement-là qui lutte contre les MGF, il y aura toute une série d'activités. Et bien dans les jours à venir, c'est des formations à l'endroit des acteurs de la société civile, c'est des visites au niveau des maisons de correction, c'est tout ce qui tourne autour des droits des enfants et de leur protection. Alors, nous allons terminer en beauté et nous allons appeler une jeune fille très éloquente que moi j'ai découvert il n'y a pas longtemps, une jeune slameuse mauritanienne. Elle s'appelle Oumeima. Alors, Oumou Keltoum Gueye, merci de venir me rejoindre sur cette scène pour une prestation artistique. Et tout juste après, nous aurons encore un baobab du rap, rime. Un baobab du mouvement hip-hop mauritanien. L'âge que j'ai perdu cette vision de la vie en rose. J'ai vu mon enfance défiler avec ma fierté qui se faisait ravisser. Innocente et orpheline de mère mature, je m'étais laissée abattre en me faisant battre par marâtre coups durs. De mes cris qui résonnaient tandis que ma sœur tradition et coutume Adak Tchossan faisait la sourde oreille. C'est elle qui faisait la dictature dans la cour familiale. Mes droits et mes choix ignorés et bafoués. J'ai regardé chaque jour défiler sur le podium de mes lésions internes, mes rêves et illusions mises à terme. J'ai levé les yeux aux cieux, j'ai accepté la vie et ses dilemmes pour en sortir indemne. Dit-on que la vie est faite de haut et bas. Étant au plus bas, je me suis isolée dans le couloir du désespoir. J'ai tout perdu, tout espoir en l'humanité et sa bonté. Au plus haut dans les astres, je me remémore de ce terrain de jeu, de mes rires aux éclats, de mes pas de danse au rythme du tam-tam. Une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. De ma nuit blanche ensanglantée, c'est l'âme rouillée qui m'avait transpercé, l'âme tranchée, puis entachée. C'est l'âme rouillée qui m'avait transpercé, l'âme tranchée, puis entachée, m'enlevant une partie de mon être, sacrifiant une partie de mon corps qui m'était intime. Mes nerfs ont lâché, mon sang coulé, et moi dans le désarroi.
sans saisir de secours, je criais « Nene, 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 Nene » pour en devenir muette. Viens, approche-toi. Tu ne vas pas avoir mal, ne t'en fais pas. Tu vas devenir une femme. Tu vas devenir respectable. Nous y sommes toutes passées. Ôtez-lui sa robe, attrapez ses bras, écartez ses jambes. Cris de douleur, larmes d'amertume. De ces mots, elles l'ont toutes subi. Nene Farabomi, Nene, 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 Nene. Un réveil brutal, des cris et larmes de douleur se faisaient entendre dans la cour de Néné. Et moi, ma douleur s'était atténuée. Je me sentais légère comme une plume. Et libérée de toute cette souffrance, je m'étais vue comme dans un miroir. J'ai enfin compris que je n'étais que l'âme dans les airs dont la vie a été ôtée au nom d'une coutume. De ma tenue de petite fille excisée à ce linceul couvrant mon corps inerte, sans vie, mon être s'est connecté à son âme pour revivre son histoire. En 2015, cette pratique a touché 53,2% des filles âgées de moins de 14 ans et 66,6% des filles et femmes âgées de 15 à 49 ans. Dans une société où les femmes n'ont ni voix, ni choix, ni droit, pourtant tous naissent et demeurent égaux et libres, avec des droits, comme dit dans l'article 1er des droits de l'homme. Ou est-ce juste un slogan? Des dames aux lames tranchantes exercent encore cette pratique, qu'elles ont été léguées de génération en génération. Exposées ou cachées, elles l'exercent, mais il est temps que ça cesse, il est temps qu'elles arrêtent, car ces victimes ou survivantes des mutilations génitales féminines le vivent mal malgré les années qui passent. Il est temps qu'elles arrêtent, il est temps que ça cesse, car cette pratique touche à leur sensibilité, leur intimité, leur vie. Il est temps que ça cesse, il est temps qu'elles arrêtent. Préservons et gardons les richesses de nos traditions et cultures. Évitons et délaissons toute pratique néfaste qui engendre le mal de l'être humain. Il est temps que ça cesse, il est temps qu'elles arrêtent. Il est temps que ça cesse. Excellent. Waouh. On se dit waouh, c'était fort, hein? C'était fort. On dit que c'est des mots M-O-T-S qui tentent de guérir des mots M-A-U-X. En tout cas, bravo Oumeima, tu es une valeur sûre du slam. Nous allons encore enchaîner, c'est pas encore fini. Nous allons quitter du slam pour aller surfer sur la planète rapologique. Et nous allons appeler 24 Kara. Est-ce qu'on peut applaudir Kara? 24 Kara, un rappeur mauritanien, eh bien, qui a un style assez rythmé. On a des respects pour les traditions, mais chef, on a obligé de mettre une vie en danger. MGF Bab, c'est très risqué. À date que problème de santé, fatigue, douleur, pandu mousseau. Complications de dans channel, Jimmy Hakim, choc hémorragie, talons, infection urinaire, Adjat ko séquelles et cicatrices, trouble mental, kadi bonnetal pédance. Règle du douloureuse, imagine, le sang s'accumule dans le vagin littériste. Accouchement du coachadelle, stress psychologique, perte de confiance et conflit. Non à l'excision, non à l'excision, non à l'excision,
No, I like Jesus. 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 Yes. Jado, let's go. Forcé à grandir ton tour dans la danse. Mariage précoce, mais où est la chance? À présent, des gens vendent qui s'arrondissent. Des rêves volés, une vie qui s'épanouit. Qu'est-ce que le bonheur, mon combat dans otage? Force d'un destin, mon continue dans mes temps. Innocente femme, il comprend le piège. Gamin d'esprit, elle a une question. Moi, nous faire le petit type de hardement. Manu makonati jede makira mukan. Panda mu ida mu bera ise. Ono jogo ude mako kanko. Ono jogo ude mako. Ono jogo ude mako. Ono jogo ude mako. Ono jogo ude mako. Onam dako tintinaka avi mako soxlak. Marchandise au watam. Honneur mako heftam. Tradition pesant. Un poids sur les épaules. Des voix qui s'élèvent pour briser les rôles. Éducation sacrée, pas de mariage forcé. Chaque enfant mérite de pouvoir rêver. On rêve de futur, pas de passé lourd. Du tout pour le droit. Freeborn, mariage précoce, la vie enchaînée, des promesses brisées, des cœurs écorchés. Merci. Yes. À la prochaine, Inch'Allah.